Ils n'ont pas prononcé mon nom. C'était la première chose. Le message vocal a commencé avec la voix de ma mère nette, maîtrisée, comme si elle lisait un script. Bonjour. Nous avons pris une décision. Nous restructurons Rhodes Manufacturing. Avec effet immédiat, tu ne fais plus partie de l'entreprise. Tu recevras des nouvelles de notre avocat. Puis le silence. Pas même un merci. Pas même un « Vivian ». C'était toujours mon nom sur les factures, sur les bilans, sur les dossiers de refinancement, mais pas sur ce message. Je l'ai réécouté, plus lentement. Puis encore une fois, juste pour être sûr qu'il n'y avait pas un second message. Quelque chose de plus chaleureux, dissimulé derrière le premier. Il n'y en avait pas. Je m'appelle Vivian Rhodes. J'ai 38 ans. Je travaille chez Rhodes Manufacturing Group depuis mes 21 ans. Cela fait 17 ans, 17 saisons fiscales, 17 mois de décembre sans vraies vacances. L'entreprise porte le nom de ma famille, techniquement celui de mon grand-père, mais c'est moi qui l'ai maintenue debout quand elle a commencé à vaciller. Et maintenant, j'étais dehors. Pas après une conversation, pas après une réunion, juste un message vocal. Je suis restée assise dans ma cuisine à Seattle, ma tasse encore pleine de café, mais déjà froide. Le bourdonnement du réfrigérateur semblait plus fort que d'habitude. Ou peut-être était-ce juste le silence qui pesait derrière ces mots. Mon père n'a pas parlé dans le message, mais je savais qu'il était là. J'ai entendu son souffle discret après qu'elle ait dit « avocat ». Une ponctuation douce à leur décision. Il s'appelle Graham Rhodes. Ma mère, Hélène. Ils ont construit l'entreprise ensemble après le décès de mon grand-père, mais ce sont mes mains, mes heures, qui ont maintenu les rouages en mouvement. Ils ont pris une décision ensemble. J'aurais pu les rappeler ou demander pourquoi, supplier qu'on me dise au moins une part de la vérité. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable, retrouvé la chaîne de mai avec l'avocat que j'avais rencontré à cette conférence financière ennuyeuse, il y a 2 ans à Phoenix. Dans mon message, je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas demandé de conseils. J'ai juste écrit, c'est le moment. Parlons des options. Puis j'ai cliqué sur envoyer. La première fois que j'ai traversé l'atelier de Rhodes Manufacturing, j'avais 21 ans. Mes chaussures étaient trop propres, mon tailleur trop formel. Je me souviens qu'un des chefs d'équipe avait plaisanté en disant que j'avais dû me tromper de chemin en allant à un entretien bancaire. Il n'avait pas tort. Mais j'étais enthousiaste, naïve, et assez obstinée pour apprendre. Mon grand-père, Richard Rhodes, avait fondé l'entreprise en 1967 avec une seule machine à souder et une poignée de main. Il est décédé juste après que j'ai fini mes études, et l'entreprise a été transmise à mes parents Graham et Hélène, 50% à mon père, 30% à ma mère, et 20% mis de côté, sans qu'on en parle, pour quand mon frère aîné Zach déciderait de rejoindre l'héritage. Il ne l'a jamais fait. Zach préférait les startups et les espaces de coworking. Il disait que la fabrication métallique était trop poussiéreuse pour quelqu'un avec de la vision. Il est parti à Austin, a échoué 3 fois en montant les échelons, et est finalement revenu en Oregon. Mais pas sur le plancher de l'usine, directement au bureau de la direction stratégique. Pendant ce temps, moi, je suis restée. J'ai commencé dans les achats, puis la paie, suivi des cours du soir pour comprendre la logistique de la chaîne d'approvisionnement, et je suis devenue celle qu'on appelait quand les comptes ne s'équilibraient pas ou qu'il fallait réécrire des documents de prêt avant le matin. Personne ne m'a dit merci, mais on a cessé de se demander si j'avais ma place. Ma mère disait souvent aux gens que j'étais « la fille des chiffres », comme si j'avais encore 12 ans et que je faisais son chéquier à la table de la cuisine. « Vive nous garde tous ancrés », riait elle. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Le plus drôle, c'est que, je le croyais. J'ai vécu dans cette phrase pendant des années. Je l'ai portée comme une armure jusqu'à l'année où j'ai contracté un 2e prêt hypothécaire sur ma maison pour maintenir les salaires lorsque 2 clients clés ont fait défaut. Je n'en ai jamais parlé à personne, même pas à mes parents. J'ai simplement transféré les fonds via une société écran pour que cela ne ressemble pas à un acte désespéré. Je l'ai appelé « liquidité de stabilisation » dans le rapport trimestriel. Au trimestre suivant, quand la situation s'est stabilisée, j'ai entendu mon père dire à un membre du conseil. Zach a eu une bonne idée avec cette stratégie de facturation. Fier de ce gamin. Zach n'avait pas ouvert QuickBooks depuis des mois. J'ai encaissé, comme toujours. Je me suis dit que peu importait qui recevait le crédit, tant que l'entreprise restait à flot. C'était mon rôle. Pas le nom dans le journal, mais celui dans le classeur d'urgence. Avec le temps, les choses ont changé. Mon accès aux réunions de planification stratégique a commencé à s'estomper.
Ma mère disait que j'étais déjà surchargée et que je devrais me concentrer sur ce que tu sais faire. Puis il y a eu l'organigramme mis à jour. Mon nom n'y figurait pas. J'ai posé la question. Hélène a souri, m'a touché le bras et a dit. Vive, tu sais qu'on tient à toi. Mais ce n'est qu'un schéma. Ne te prends pas la tête. C'était il y a 2 ans. Il y a 1 an, j'ai remarqué que ma photo avait disparu du site web de l'entreprise. La page à propos Instagram comme fondateur, Hélène comme présidente, et Zach comme responsable de la vision stratégique. Il n'y avait pas de directrice financière. Aucune mention de la finance. J'ai fait une capture d'écran, pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce qu'une partie de moi n'arrivait toujours pas à y croire. J'étais devenu l'engrenage invisible, la pièce qui ne compte que lorsqu'elle casse. Je suis restée malgré tout, parce qu'au fond du silence, je croyais encore qu'il finirait par me voir à nouveau, que toutes ces années passées allaient maintenir à flot compteraient pour quelque chose. Que peut-être, juste peut-être, le sang signifiait encore l'appartenance. Ça ne s'est pas produit d'un coup. C'est ça, le plus cruel. Ce n'était pas un licenciement. Ce n'était même pas une dispute. C'était une lente soustraction. Un dossier à la fois. Une autorisation d'accès discrètement supprimée. Une conversation de groupe que, soudain, je ne voyais plus. Je l'ai remarqué pour la première fois en voulant mettre à jour le planning des fournisseurs, mais je ne pouvais plus accéder au Google Sheet que j'avais créé de toutes pièces 6 ans plus tôt. L'accès refusé, disait l'écran. Je pensais que c'était un bug. J'ai envoyé un mail à Zach. Il a répondu. Ah oui, on a consolidé les opérations financières dans un autre workflow. Rien d'urgent. J'ai demandé à être intégré. Je ne l'ai jamais été. Quelques semaines plus tard, mon badge n'ouvrait plus la salle de conférence du 2e étage. Hélène a dit que le système avait changé et qu'elle vérifierait. Elle ne l'a jamais fait. Un par un, les aspects de l'entreprise qui étaient passés entre mes mains ont commencé à fonctionner sans moi. Plus vite, plus maladroitement, mais personne ne semblait s'en soucier. Puis est arrivé le dossier annuel des actionnaires. Pour la première fois, il est arrivé en retard et imprimé, pas envoyé par mail. Ma copie manquait de certains tableaux essentiels. Les graphiques étaient différents, le ton plus doux, plus tourné vers l'avenir. Je reconnaissais la patte de Zach partout. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas les chiffres. C'était la ligne des signatures. Hélène. Graham. Zach. 3 noms. Pas 4. J'ai vérifié les documents officiels. Ma part était toujours là, 40%. Mais sur chaque mémo, chaque proposition, chaque changement de politique, j'avais disparu. Et cette fois, il n'y avait pas de ronronnement de réfrigérateur pour couvrir le silence. Juste l'absence. Juste un espace blanc à l'endroit où j'étais avant. Ils ne m'ont pas évincé par la force. Ils ont simplement fait de moi une option, jusqu'à ce que je ne sois plus rien du tout. J'ai pensé à confronter Hélène. J'ai pensé lui dire. Tu m'as dit un jour que j'étais la colle qui nous tenait ensemble. Mais ensuite, j'ai trouvé la version PDF de l'avis de restructuration, celui envoyé au juriste. Je n'étais pas censé le voir. En bas, à côté des lignes de signature, j'ai vu le nom inscrit sous « Initié par » Hélène Rhode. Présidente. Mère. La même femme qui, autrefois, me tenait la tête quand je sanglotais à cause d'un objectif trimestriel manqué. La même femme qui me disait. Et vive, on ne pourrait pas faire ça sans toi. C'est elle qui avait signé le document disant. Nous n'avons plus besoin de toi. Je n'ai pas répondu. Ni au dossier. Ni au mémo de Zach. Pas même au message vocal. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Vous m'avez oublié? Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait effacé. C'est différent. Pendant quelques jours, j'ai attendu, par habitude. Une partie de moi espérait encore qu'il me rappellerait, qu'il me demanderait si j'allais bien, qu'il me dirait que c'était un malentendu, qu'ils allaient arranger ça. Personne ne l'a fait. Et c'est là que quelque chose a changé en moi, doucement. Pas comme une tempête, plutôt comme une porte qui se referme derrière vous. On n'entend pas vraiment le bruit. On sent juste l'air qui change. J'ai ouvert l'ancien fil de discussion Gmail, celui de Phoenix, il y a 2 ans. Une conférence sur la finance ennuyeuse, dans un hôtel encore plus ennuyeux. Mais j'y avais rencontré une avocate, Janet Lynn, d'un cabinet spécialisé dans les transitions de capital investissement. On avait échangé nos cartes. Rien de sérieux, mais j'avais gardé son contact. J'ai tapé un court message, juste 5 lignes. Pas d'émotion,
pas de contexte. Janet. Je suis prête à explorer des options concernant ma participation de 40% dans Road Manufacturing. Il y a eu des changements internes. Dis-moi quand nous pourrions en parler. Vivian Rode. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Compris. J'intègre notre équipe. Diligence discrète en priorité. Aucune alerte. Cette expression m'est restée en tête. Diligence discrète. C'était comme une langue que je comprenais enfin. Pendant qu'il me restructurait, moi, je préparais autre chose. Pas une vengeance, pas même une justice, juste une sortie. Mais pas selon leurs conditions. J'ai commencé à rassembler des documents. Des mails, des virements, d'anciennes sauvegardes de QuickBooks, les prêts personnels non reconnus que j'avais faits pour maintenir l'entreprise à flot durant les trimestres difficiles. Tout ce que j'avais fait pour éviter à Rode de s'effondrer, toutes les contributions qu'il n'avait jamais mentionnées. Mes dossiers en étaient pleins, des tableurs, des PDF, des confirmations bancaires. Il pensait que j'avais oublié. Je n'avais pas oublié. J'ai tout imprimé, étiqueté chaque document, codé les années par couleur. Ça m'a pris des jours. Je travaillais la nuit, avec pour seule lumière la lampe de bureau et le bruit sourd de la pluie de Seattle contre la fenêtre. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais précise, comme si, enfin, j'équilibrais les comptes, pas pour l'entreprise, mais pour moi. Janet et son équipe ont tout examiné. Nous avons discuté de structure, de profil d'acheteur, de la manière de faire cela proprement, discrètement, légalement. Je n'en ai parlé à personne, ni à des amis, ni même à mon assistante au travail. Ils avaient réduit 17 ans de présence à un simple message vocal. J'allais prendre ce silence et en faire quelque chose de coûteux. Nous ne nous sommes pas rencontrés dans une salle de conférence. Nous nous sommes retrouvés dans un coin tranquille d'un restaurant à Bellevue, juste de l'autre côté du lac, face à Seattle. Pas de logo, pas de paperasse sur la table, juste du thé, une conversation et une confirmation. L'homme en face de moi s'est présenté, Daniel Meyer. Il était poli, discret, pull gris, ton calme, pas de présentation commerciale. Son entreprise était spécialisée dans l'acquisition de participations minoritaires dans des entreprises familiales de taille moyenne, en particulier celles qui montraient des signes de turbulence de transition. C'est ainsi qu'il a appelé ça, turbulence de transition. Moi, j'appelais ça, abandon. Janet nous avait connectés discrètement, légalement, précisément. Daniel ne m'avait pas demandé de critiquer ma famille. Il n'en avait pas besoin. Mes données avaient parlé pour moi, les injections de liquidités, les sauvetages salariaux hors comptabilité, les garanties de prêts croisés que j'avais couvertes avec mes actifs personnels. Il hochait la tête en feuilletant le classeur que j'avais préparé, codé par couleur, avec des intercalaires par année, contenant des copies des rapports QuickBooks qui ne correspondaient plus à ce que le conseil d'administration prétendait désormais. Vous étiez le tampon, dit-il simplement. Ils se sont appuyés sur vous jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin ou qu'ils croient ne plus en avoir besoin. Je ne dis rien, me contentant d'observer la vapeur s'élever de sa tasse. Au cours de la semaine suivante, son cabinet mena sa propre vérification. Ils demandèrent l'accès aux procès-verbaux du conseil, aux contrats de partenariat, au calendrier de location d'équipement. La plupart de ces documents étaient publics ou accessibles en raison de ma participation. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas net, une ligne budgétaire intitulée « Réinvestissement stratégique » remontait à un projet d'expansion raté au Texas, un site que Zach avait personnellement soutenu et qu'Hélène avait défendu. Plus de 800 000 $ de pertes non déclarées, dissimulées derrière des budgets assouplis et des formulations vagues. Un autre rapport signalait des paiements en double à une agence de marketing sans adresse physique, une coquille, probablement, ou une faveur, ou pire. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je n'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il me fallait. En moins de 2 semaines, l'accord d'achat fut finalisé. Ma participation de 40%, évaluée équitablement par un expert indépendant, fut intégralement transférée au cabinet de Daniel. Sans drame. Sans vote du conseil requis. L'accord d'exploitation, mis à jour pour la dernière fois en 2016, ne comportait pas de clause de droit de préemption. J'avais parfaitement le droit de vendre. Nous avons signé les papiers dans un petit bureau du centre-ville, terrain neutre. La table était en érable poli. Pas de blason familial, pas de citation sur l'héritage des Rhodes accrochés au mur, juste des signatures, juste du silence. Une fois les fonds virés, Janet rédigea ma note de sortie. Je ne l'ai pas relue une seconde fois. À la place, j'ai réécouté une dernière fois le message vocal d'Hélène. Jusqu'au bout. Vous aurez bientôt des nouvelles de notre avocat.
Il l'avait formulé comme un avertissement, une barrière, un rejet. Cela s'est avéré être une porte. J'ai transféré le message dans mon dossier d'archives. Puis j'ai envoyé un nouvel email. Cours, transfert finalisé. Toutes les communications doivent désormais passer par les avocats. Pas de salutation, pas de formule de clôture, juste une clôture. Et pour la première fois en 17 ans, j'ai fermé le dossier Rhodes sur mon bureau et je n'ai pas enregistré les modifications. Le premier appel est arrivé à 6h12. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai coupé le deuxième. Quand j'ai fini mon café, il y avait 16 appels manqués. À midi, 47. Le lendemain matin, 72. Zach a essayé tous les numéros, mon portable, mon bureau, même la ligne directe de Janet, qu'elle a ignorée. Il a laissé des messages vocaux, chacun plus paniqué, moins cohérent que le précédent. Le troisième jour, j'ai décroché. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'étais curieuse d'entendre à quoi ressemblait la panique dans sa voix. Vive, viens. Vive, tu dois annuler ça. S'il te plaît. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il était essoufflé. En arrière-plan, on entendait quelqu'un faire les 100 pas sur du carrelage. Ils ont tout gelé, Altateil. L'investisseur, ton acheteur, demande un audit judiciaire. Ils disent qu'il y a des irrégularités. Vive, ils passent tout au peigne fin. Je laissais le silence s'installer une seconde de plus. Cela ressemble à une vérification de routine, Zach. Il émit un son étranglé, entre un rire et un sanglot. Tu ne comprends pas. Il remonte sur plusieurs années. Ils ont signalé les rapports du Texas, les contrats fournisseurs, même les notes de restructuration de maman. Ils ont trouvé des lacunes, vives. Ils ont trouvé des choses qui pourraient sembler graves. Ou des choses qui le sont. Répliquai-je d'une voix calme. Il ne répondit pas. Tu dois nous aider, dit-il enfin. Tu dois leur parler. Ils t'écouteront. Dis-leur simplement que tout va bien, que nous sommes en règle. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Je me suis adossée à ma chaise. Parce que tu as dit que j'étais dehors. Il se tut. On m'a dit que j'aurais des nouvelles de votre avocat, poursuivis-je. Mais à la place, c'est mon acheteur qui a eu des nouvelles du vôtre. Et maintenant, votre entreprise a un nouveau partenaire, avec des questions auxquelles je n'ai plus à répondre. Vive, sa voix se brisa. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Maman ne pensait pas que tu irais jusqu'à... Jusqu'à quoi? L'ai-je relancé. Il hésita. Jusqu'à vraiment partir. Pas comme ça. Pas vendre tes parts. Pas à eux. J'ai attendu. Tu étais censé te battre pour ça, dit-il à voix basse. Cela me fit marquer une pause, car pendant un instant, il semblait presque sincère, presque comme le gamin avec qui je partageais des glaces après l'école dans la salle de pause, avant que nous n'endossions des rôles que nous n'avions jamais choisis, avant que nous ne devenions des personnes que nous ne pouvions plus reconnaître. Tu voulais que je me batte, pensais-je, pour que tu sois celui qui me pardonnerait quand j'aurais perdu. Il ne le nia pas. Voilà. L'arrangement tacite, la mise en scène. Il m'aurait effacé, et si j'avais mal réagi en m'emportant, en réclamant, en suppliant, ils auraient gardé le contrôle. Et si je restais silencieuse, ils pensaient que je reviendrais en rampant. Mais je n'avais fait ni l'un ni l'autre. J'étais partie par la porte de côté et je l'avais verrouillée derrière moi. Tu pourrais arranger ça, dit-il une dernière fois. Un simple coup de fil. Non, répondis-je, arrange-le toi-même. C'est toi qui as dit que je ne faisais pas partie des vraies décisions. Maintenant, tu en fais partie. Et j'ai mis fin à l'appel. Il a rappelé. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, Janet m'a appelé avec une mise à jour. L'équipe d'audit de l'investisseur avait officiellement lancé une enquête de conformité. Mon ancien titre apparaissait dans plusieurs dépôts, mais avait été omis des rapports récents. Un risque juridique était probable. En résumé, ils étaient en difficulté. Je n'ai ressenti ni joie, ni colère, juste une forme d'immobilité, comme si j'étais enfin sortie de la tempête dans laquelle je me tenais depuis 17 ans sans même m'en rendre compte. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'Hélène. Pas pour s'excuser. Juste une ligne. Peut-on se voir en privé? Sans avocat. Je n'ai pas répondu. J'ai imprimé l'email, l'ai glissé dans un dossier, étiqueté, après. Et voilà. L'effondrement n'a pas été bruyant. Pas une explosion. Plutôt silencieux, comme un immeuble qui s'écroule au ralenti après qu'on ait discrètement retiré la dernière poutre de soutien.
Je ne les ai pas bloqués. Je n'en avais pas besoin. Zach a cessé d'appeler après que l'audit soit devenu public dans le réseau local des affaires. Hélène s'est mise à envoyer un email par semaine. Vague, professionnel, toujours signé chaleureusement, maman. Graham, lui, n'a jamais repris contact. J'ai tout transféré au cabinet de Janet. Son assistante juridique répondait avec des modèles de courriel. Je n'ai plus jamais vu le contenu de ces messages. C'était plus simple ainsi. Une part de moi s'attendait à ce que le silence ressemble à un deuil. Je m'y étais préparée, comme à une seconde tempête après la première. Mais elle n'est jamais venue. À la place, il y avait un espace que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la solitude, ni de la tristesse, juste de l'air pour respirer. J'ai arrêté de me réveiller avec la mâchoire crispée. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai recommencé à avoir des week-ends. Du café qui reste chaud. De la lumière à travers les fenêtres qui ne semblaient plus gâchées. Pour la première fois depuis presque 20 ans, mon agenda m'appartenait. Plus de préparation pour le conseil, plus de gestion de crise, plus besoin de réparer les erreurs des autres tout en entendant que j'avais de la chance d'être impliqué. Juste du calme. Et dans ce calme, j'ai enfin compris quelque chose. Ils ne m'ont pas écarté parce que j'étais faible ou encombrante. Ils m'ont écarté parce que je faisais en sorte que ça fonctionne. Parce que j'étais devenue la partie qu'ils ne pouvaient ni contrôler, ni vraiment créditer. Alors ils m'ont effacé. Mais voilà ce qu'il faut comprendre à propos du fait d'être effacé. Cela ne vous fait pas disparaître. Cela vous rend juste plus difficile à manipuler. Le colis est arrivé un jeudi. Pas d'adresse d'expéditeur, pas de carte, juste une enveloppe matelassée brune soigneusement scellée, mon nom écrit de la main de ma mère. À l'intérieur, un cadre photo. Le même qui trônait sur la console dans le hall principal des bureaux de Rhodes, celui près de l'entrée. Sur la photo, nous étions debout devant l'ancien entrepôt. Moi, Zach, Graham, Hélène, souriant, comme si nous avions tous mérité la même place, comme si nous avions construit quelque chose ensemble. À l'époque, je croyais que c'était vrai. Mais maintenant, en regardant de plus près, j'ai vu ce que je n'avais jamais remarqué avant. Le cadre avait un nouvel éclat sur un coin. Une fissure fine traversait la vitre, juste en diagonale de mon visage. Pas brisé, pas intentionnel, juste usé, comme si le temps lui-même m'avait effacé. Je ne l'ai pas réparé. Je ne l'ai pas accroché. Je ne l'ai même pas posé sur mon bureau. Je l'ai rangé dans un tiroir, refermé sans bruit, et avec ce geste, refermé la dernière porte restée ouverte. Pas de rage, pas de besoin de clôture. Ils avaient dit, tu es dehors. Et j'avais répondu, compris. C'était suffisant. Parfois, le dernier mot n'est pas quelque chose qu'on dit. C'est ce qu'on choisit de ne pas dire. Et parfois, la représentation la plus honnête d'une famille, c'est celle qu'ils essaient de vous renvoyer, parce qu'ils ne supportent plus de la regarder. Si vous avez déjà été discrètement effacé du cadre, non pas à cause de ce que vous avez mal fait, mais parce qu'ils ne supportaient pas tout ce que vous teniez ensemble. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Laissez juste un symbole en bas.